Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Economics. Nous sommes le dimanche 19 janvier. J'espère que ce début d'année 2025 se passe parfaitement pour vous. En tout cas, on est parti comme chaque dimanche pour faire un tour d'horizon de l'actualité économique mondiale. Et pour la première actualité, on reste en France où le livret A et le livret d'épargne populaire afficheront un rendement inférieur à celui actuel à partir du 1er février. Alors le ministre de l'économie et des finances, Éric Lombard, l'a confirmé ce mercredi. Le nouveau taux du livret d'épargne populaire s'établira à 3,5% à partir du 1er février contre 4% actuellement, alors que le livret A passera de 3% à 2,4%. C'est donc un différentiel de taux de 1,1% entre les deux livrets réglementés. Concrètement, dans le cas hypothétique où ces taux restent figés toute l'année 2025, si l'on compare un investissement de 10 000 € toute l'année sur le LEP par rapport au livret A, le LEP versera un rendement de 29,17 € par mois contre 20 € pour le livret A. Et sur l'année, ce sont 350 € générés par le LEP contre 240 € pour le livret A, soit un delta de 110 €. En revanche, contrairement au livret A, l'ouverture d'un LEP est soumise à conditions de ressources. Très précisément, pour une personne seule, le revenu fiscal de référence sur votre avis d'imposition ne doit pas dépasser les 22 419 € et 34 393 € pour un couple sans enfant. Aussi, un seul livret peut être ouvert par personne dans la limite de 2 livrets par foyer fiscal et vous devez être âgé d'au moins 18 ans et être résident fiscal français pour ouvrir un LEP. Tout comme le livret A, les intérêts du LEP sont exonérés d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux et le fonctionnement est similaire avec des retraits possibles sans aucune contrainte et le capital reste disponible. En revanche, si le plafond du livret A est de 22 950 €, celui du LEP est fixé à 10 000 €, mais pour les deux livrets, les intérêts générés chaque année peuvent porter la valeur du livret au-delà du plafond fixé. Pour la deuxième actualité, on part de l'autre côté de l'Atlantique où l'application TikTok est officiellement interdite dès aujourd'hui. En fait, la Cour suprême des États-Unis a confirmé ce vendredi 17 janvier la validité d'une loi interdisant TikTok sur le territoire américain. Pour vous redonner un petit peu de contexte, le Congrès des États-Unis a adopté l'année dernière une loi qui oblige le géant chinois du divertissement ByteDance à vendre TikTok aujourd'hui, ce 19 janvier 2025, sous peine d'interdiction dans le pays où l'application compte 170 millions d'utilisateurs. Et entre-temps, l'affaire est montée jusqu'à la Cour suprême américaine qui a entendu les arguments des deux parties vendredi dernier. D'un côté, Washington dit vouloir prévenir les risques d'espionnage et de manipulation par Pékin via les données personnelles transmises à l'application, tandis que le réseau social rejette en bloc ces accusations et des associations accusent la loi d'étouffer la liberté d'expression. Mais les juges de la Cour ont conclu à l'unanimité que ce n'était pas le cas et donc que ByteDance était contrainte de vendre l'application ou sinon elle serait interdite sur le sol américain. Sauf que, ce vendredi 17 janvier, Joe Biden a annoncé qu'il laisserait au président élu Donald Trump le soin de décider de l'application de la loi interdisant TikTok. Et investi officiellement à la Maison-Blanche ce lundi 20 janvier, soit le lendemain de l'interdiction par la Cour suprême, Donald Trump, qui avait promis de sauver la plateforme, a annoncé, je cite, avoir besoin de temps pour décider du sort du réseau social chinois. Selon le ministère américain de la Justice, l'application de la loi va s'étaler dans le temps. En revanche, l'application de cette interdiction reste encore floue pour le moment, bien que Google et Apple devraient supprimer l'application du Play Store et de l'App Store. Et si la Chine n'est pas emballée par une vente de l'activité américaine de TikTok, elle va potentiellement y être contrainte. Selon Bloomberg, de hauts responsables chinois travailleraient avec l'administration Trump pour explorer les solutions afin que TikTok puisse continuer d'exister sur le sol américain et l'une d'entre elles concerne Elon Musk. Bloomberg explique, je cite, « Selon un scénario envisagé par le gouvernement chinois, X prendrait le contrôle du TikTok américain et gérerait les deux entreprises ensemble. » Mais TikTok avait qualifié lundi 13 janvier ce scénario, je cite, de pure fiction. Je vous tiendrai au courant de la suite de l'affaire TikTok sur le sol américain dans les prochains jours. Pour la troisième actualité, on reste sur le sol américain où Donald Trump a reçu un record de 200 millions de dollars pour son investiture. Tout le monde veut être mon ami, c'est ce qu'a publié Donald Trump sur son compte Truth Social le 19 décembre dernier. Les PDG d'Amazon, d'Apple, de Google, de Meta et d'OpenAI ont tous défilé dans la résidence de Trump de Mar-a-Lago en Floride. L'objectif pour eux est simple, se faire bien voir par le futur locataire de la Maison Blanche, ce qui s'accompagne naturellement d'importants dons se chiffrant en millions de dollars. Très concrètement, selon le New York Times, le bilan provisoire de la collecte de dons pour l'investiture du mania immobilier est de l'ordre de 200 millions de dollars, soit plus du double des sommes collectées par ses prédécesseurs à la même occasion. Selon le think tank démocrate Public Citizen, parmi les dons les plus importants,
on retrouve des entreprises comme Meta, Amazon, Microsoft, Google, Uber, Robinhood, mais aussi des entreprises du secteur des crypto-monnaies comme Coinbase et surtout Ripple. Et cette dernière a même déclaré au New York Times vouloir faire un don record de 5 millions de dollars avec sa crypto-monnaie maison, le XRP. Et l'idée globale, au-delà de la volonté pour les donateurs d'approcher le président des États-Unis durant les festivités de l'investiture de Trump le 20 janvier, c'est surtout de s'attirer les faveurs de la nouvelle administration Trump pour son mandat de 4 ans en faisant pression pour que des mesures pro-business soient instaurées afin que leur entreprise prospère sous l'ère Trump. Pour la 4e actualité, on revient en France où la taxe sur les hauts revenus est conservée par le gouvernement Bayrou dans le budget de 2025. Alors proposée par le précédent gouvernement du Premier ministre Michel Barnier, cette taxe consiste à instaurer un seuil d'imposition plancher de 20% dans le cadre de la flat tax pour les hauts revenus. Et pour rappel, cette flat tax, aussi appelée prélèvement forfaitaire unique, qui a été créée en 2018, a pour but d'alléger et simplifier la fiscalité de l'épargne en France. C'est donc un impôt à taux unique qui s'applique aux revenus du capital, comme les intérêts, les dividendes et les plus-values sur les placements financiers, comme les assurances-vie, livrets bancaires, PEL, etc. Et ces revenus sont actuellement soumis à un taux global de 30%, qui se décompose d'un côté de 12,8% d'impôts forfaitaires et de l'autre de 17,2% de prélèvements sociaux. Et donc l'idée avec cette nouvelle taxe sur les hauts revenus serait de remonter le taux à 20% d'impôts pour les riches contribuables, ce qui ferait passer la flat tax de 30% à 37,2%. Le gouvernement Barnier avait précisé à l'époque que ce rehaussement du seuil d'imposition concernerait moins de 25 000 contribuables, dont le revenu fiscal de référence dépasse les 500 000 euros pour un couple et 250 000 euros pour un célibataire, ce qui devrait rapporter environ 2 milliards d'euros dans les caisses de l'État. En revanche, plus globalement, les contribuables concernés qui ont souvent les moyens d'optimiser leur fiscalité pourraient être incités à transférer leur patrimoine et leurs revenus à l'étranger où la fiscalité est plus avantageuse. Certains craignent aussi qu'une augmentation de l'imposition sur les revenus du capital puisse décourager l'investissement dans les entreprises françaises. Pour la dernière actualité, on reste en France où les défaillances d'entreprises pourraient atteindre un niveau inédit en 2025. C'est 68 000 défaillances qui sont attendues cette année selon la dernière étude de BPCE l'Observatoire, ce qui implique donc que 240 000 emplois sont menacés en 2025 selon l'étude. Plus précisément, les défaillances d'entreprises de moins de 3 salariés ont bondi de 25% par rapport à l'avant-Covid. Celles des PME et des ETI de plusieurs dizaines voire centaines de salariés sont elles en hausse de 50%. En revanche, c'est un résultat qui reste à nuancer puisqu'il résulte d'un effet de rattrapage post-Covid. Car en fait, de nombreuses défaillances ont pu en effet être évitées de 2020 à 2022, notamment grâce aux aides de l'État, comme les prêts PGE, les fonds solidaires de solidarité ou encore le chômage partiel. Alors les secteurs touchés sont multiples. Parmi les plus affectés en 2024 et qui devraient le rester en 2025, c'est l'immobilier et la construction qui arrivent en tête. Très concrètement, 17 538 défaillances sont recensées dans ces deux secteurs, soit une hausse de 36% par rapport au niveau pré-Covid. Alors plusieurs facteurs explique ce phénomène: contexte économique morose, situation politique instable, compte public en souffrance et politique fiscale sans cap clair expliquent en grande partie la fragilisation du tissu économique des entreprises. Et comme l'explique Patrick Martin, le patron du MEDEF, qui est la principale organisation patronale française, dans cette période, les consommateurs épargnent davantage et consomment moins, tandis que les entreprises sont dans l'attente, retiennent les investissements et la création d'emplois, ce qui freine la croissance. Merci énormément d'avoir écouté ce podcast. Pensez à mettre une note sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, ça m'aide énormément à être mieux référencé et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'Economics.